m'avait dit de premier lancer. Au dernier moment, mais on sera prêt. Non, mais ça, c'est normal. Ça fait partie c'est partie du jeu aussi. On ne ferait pas des artistes si on ferait tout à l'heure. C'est ça. Si on serait trop en art. Exactement. Donc, bonjour. Donc aujourd'hui, on accueille Johan, qui est auteur de jeux. Peux-tu du coup te présenter un petit peu à nos auditeurs ? Donc, je m'appelle Johan Benvenuto, je suis originaire de Haute-Savoie et je suis actuellement donc à Lyon et je suis auteur de jeux depuis maintenant, auteur amateur depuis bien 10-12 ans et auteur professionnel depuis 8 ans. Donc, quand j'entends professionnel, c'est que c'est ma seule activité rémunératrice depuis 8 ans désormais. Ok, donc tu fais ça à plein temps et tu as que ça comme métier entre nous. Je n'ai que ça comme seule activité et vraiment que ça. Je ne suis pas éditeur, je ne suis pas animateur de jeu, je suis vraiment seul auteur. Ok, et du coup, aujourd'hui, t'arrives à en vivre correctement. Après, t'as eu la chance, je sais pas si c'est la chance, mais t'as un titre qui est Cortex, qui te permet quand même tous les ans c'est un peu un socle assez solide, je pense, Cortex. Bah, c'est exactement ça en fait qui m'a fait basculer, on va dire dans le professionnalisme, dans le sens rémunérateur. Oui, Cortex en fait m'a permis de voir plusieurs années en avant, sans trop me soucier de me dire que l'année prochaine, qu'est-ce que je vais devoir sortir comme jeu. Donc, Cortex continue à très bien se vendre et on va dire à me mettre chaque année à l'abri de quelques années. Donc, grâce à ça me permet de sereinement en fait pouvoir exercer mon métier sans forcément avoir l'obligation de résultats tous les ans, voire tous les 6 mois. Donc, c'est l'avantage. Et c'est ça d'ailleurs qui a pesé dans la balance de ma décision de dire voilà, désormais, je suis auteur. Sans ça, j'aurais plusieurs années, je pense, continuer à faire la bascule entre une autre profession et le métier d'auteur de jeu. Mais voilà, Cortex m'a permis tout de suite, dès la première année, de me dire, ok, je fais plus que ça. Oui, c'est sûr que c'est une chance et en plus, je pense que tu fais quand même partie des chanceuses qu'en France, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'auteurs qui réussissent à vivre essentiellement du jeu de société aujourd'hui. On est très peu. Alors, le chiffre, heureusement, tend quand même à s'augmenter. Moi, je sais que quand Cortex m'a permis d'être seul auteur, on était, je vais dire une poignée, je vais pas avancer de chiffre, mais j'aurais dit entre 10 et 30 peut-être. Allez, 20 et 50, enfin vraiment pour dire une poignée. Je sais que désormais, on est quand même plus d'une bonne centaine. Alors des auteurs qui font des petites piges peut-être d'animateurs par-ci par-là, mais on est quand même beaucoup à s'être lancé maintenant dans le métier de seul auteur, donc c'est quand même c'est-à-dire que le milieu tend quand même à de plus en plus se professionnaliser, donc ça c'est quand même une très très bonne chose. Mais oui, tu parlais de chance, le mot est complètement juste, c'est-à-dire que il y a plein de jeux très très bons qui sortent tous les ans et c'est vrai que Cortex a eu la chance d'être celui qui a été sélectionné parmi tous les très très bons jeux qui sortent pour finalement devenir un banger qui s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires. Pourquoi lui et pas un autre ? Bon, voilà, il y a eu des astres qui sont alignés sur celui-ci et coup de bol, Ouais, après, des fois, c'est ça, c'est un alignement, on va dire, un alignement de planète. Des fois, le jeu qui sort au bon moment, dans la bonne énergie, le bon truc et... le bon moment avec le bon éditeur. Alors, nous, c'est surtout le bon éditeur qui a fait vraiment un travail absolument fantastique. Donc, à l'époque, c'était Captain Macaque, donc qui a fait un travail... de recherche de distributeurs, il a fait un travail vraiment merveilleux. Donc la chance s'appelle aussi le bon éditeur. Hein. Oui, c'est sûr. Mais voilà, c'est aussi parce que le jeu était au bon moment, avec la bonne personne, au bon endroit, avec le bon distributeur Asmodée France et après Asmodée Monde, qui avaient eux aussi besoin d'un jeu de ce type-là. Enfin bref, c'est voilà. L'alignement des planètes. Tous les astres se sont alignés pour dire voilà, il nous faut ça à ce moment-là et voilà. Et toi, aujourd'hui, du coup, tu travailles avec, ce que tu dis, un bon éditeur, mais tu travailles avec beaucoup d'éditeurs ou tu as quand même des éditeurs avec qui tu préfères travailler, avec qui tu travailles le plus souvent ? Alors, on parle pas de
préféré travailler, mais c'est vrai que quand tu as déjà signé avec un éditeur, il y a déjà un climat de confiance qui s'est forcément installé. Ouais, bien sûr. Et il y a déjà une certaine amitié, alors plus ou moins forte qui s'est fait, mais tu te dis, on a déjà travaillé ensemble, peut-être qu'on est en train déjà de travailler ensemble au développement d'un jeu. Tiens, au fait, j'ai un proto sous le coude que je suis en train de développer. On est en train de travailler une après-midi ensemble sur mon précédent prototype. Ça te dit, je te le montre. Oui, Et là, d'un seul coup, il dit, tiens, oui, au fait, sûr. celui-ci il me plaît. Est-ce que tu me le gardes pas et on le bosse aussi ensemble. Donc forcément, il y a un effet boule de neige qui est tout à fait logique. On signe un jeu avec un autre, d'un seul coup, si on signe un jeu avec un autre, notre adresse mail est forcément rentrée dans sa base de données des auteurs qui savent faire des jeux qui intéressent cet éditeur. Donc on est recontacté à chaque et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite. Oui, donc oui. Il est plus facile de retravailler avec un éditeur qui nous a déjà fait confiance qu'à chaque fois d'aller démarcher des nouveaux éditeurs qui ne nous connaissent pas. Oui, j'imagine. Donc, encore plus si ça s'est super bien passé. Oui, c'est sûr. En plus, on va dire que c'est gagnant-gagnant un peu pour tout le monde. Voilà. On va dire que déjà, l'éditeur, il va savoir comment tu travailles et toi, tu vas savoir comment il travaille. Et du coup, il y a cette énergie de confiance, comme tu dis, qui existe. Et du coup, ça va plus vite dans le développement aussi et dans la qualité du jeu à la fin. Voilà, exactement. Donc c'est pas le fait de pas vouloir aller voir ailleurs ou autre. C'est très bien aussi quand même d'avoir beaucoup d'éditeurs différents parce que ça permet aussi de voir d'autres façons de travailler et tout. Mais c'est vrai que quand on est super bien avec un éditeur, que c'est devenu des fois des amis ou autre, voilà. Oui, après il y a aussi des styles de jeu qui sont plus pour tel éditeur et d'autres styles de jeu qui vont être aussi plus pour d'autres éditeurs parce que chaque éditeur a aussi des lignes éditoriales qui peuvent être différentes. Évidemment, mais c'est vrai que quand on a, on va dire, un panel d'éditeurs qui répond à tous les styles de jeu déjà dans sa besace et que on le montre forcément à ce panel-là et que le jeu finalement se retrouve signé, on pourrait se dire attends, j'ai adoré travailler avec toi, j'ai plus envie. Je vais aller voir un autre, c'est un peu dommage. Surtout si c'est bien passé, c'est un peu se mettre des balles dans le pied, se mettre des problèmes où il n'y a pas besoin d'avoir de problème en fait. C'est ça, donc c'est vrai que moi je travaille peut-être, je sais qu'à Cannes, ça fait peut-être 5-6 ans que je vais voir toujours les mêmes 15-20 éditeurs. C'est déjà pas mal, 15 et que c'est plutôt maintenant les jeunes éditeurs qui me demandent peut-être de venir les voir. Et je le fais toujours avec un immense plaisir. Et je continuerai à le faire avec un immense plaisir. Mais c'est vrai que on tourne peut-être dans des cercles un peu plus restreints au bout d'un moment. Mais par contre, on se restreindra jamais à un seul éditeur. C'est pas un auteur, un éditeur, évidemment. Oui, comme c'est tu dis, l'éditeur ne fait pas tous les types de jeux. Non, c'est sûr. Et puis, tu vois, par exemple, tu vas avoir, comme j'ai dit tout à l'heure, tu vas avoir ce style de jeu. Comme tu as déjà travaillé avec plusieurs éditeurs, ce style de jeu, tu vas dire, lui, je pense que ça va être plus, je dis n'importe quoi, pour Libellude, ou lui, ça va être plus pour Yellow, ou je dis vraiment des noms au pif. Et du coup, c'est vrai que ça te permet aussi d'avoir... puis, mine de rien, tu commences aussi à avoir de l'expérience dans le monde du jeu. Ça te permet aussi d'avoir le choix et de savoir où tu vas avec tes différents jeux que tu développes, quoi. Oui, et puis même quand tu es vraiment dans une très grosse relation de confiance, il y a même des éditeurs qui voient le prototype qui est même pas terminé. Parce que il existe pas mal de festivals professionnels. C'est souvent des résidences qui sont organisées par des grands auteurs comme Étourvie, comme Valmenier, qui sont en fait, on se retrouve qu'entre professionnels du jeu, où là en fait on retrouve nos co-auteurs, où on travaille nos prototypes, et là les éditeurs passent et voient des fois même le prototype mais à l'état d'embryon, donc ils peuvent des fois même le travailler avec toi avant que le prototype soit même à la proposition. Donc on va même pas le proposer à l'éditeur, c'est des fois même lui qui va dire attends, là t'as quand même une bonne idée, moi je le travaillerais bien si tu veux le travailler avec nous dans ce sens-là. Ils sont peut-être des fois même au développement, quoi. Quand tu sais, quand ça fait plusieurs années,
il est très très loin le temps où tu fais ton jeu, tu écris les règles et tu envoies le prototype par la poste, par exemple, à l'éditeur. Et tu attends une réponse le temps qu'il le teste sans l'avoir jamais vu. De face à face, j'entends l'éditeur. Ouais, maintenant c'est quand même assez... on va dire, et puis les connexions se font, je vais pas dire plus facilement, parce que les éditeurs aujourd'hui reçoivent des centaines et des centaines de jeux, j'imagine, mais il y a plus de festivals, il y a plus de rencontres. J'ai l'impression en tout cas que c'est plus abordable que avant. Après, je connaissais pas avant, mais j'ai l'impression que c'est plus abordable aujourd'hui. Beaucoup plus. Et puis, pour les jeunes auteurs aussi, c'est beaucoup plus simple parce qu'il existe beaucoup de regroupements d'auteurs. Oui, c'est sûr. Dans toutes les villes, il y a un groupement d'auteurs et un jeune auteur, il aura beaucoup plus de facilité à rencontrer aussi les éditeurs s'il se rapproche du groupement d'auteurs de sa ville, par exemple. C'est sûr. C'est sûr qu'aujourd'hui, d'avoir son jeu qui sort, je pense pas que c'est plus facile qu'avant, mais d'avoir au moins la connexion, je pense que c'est plus facile. Je pense que c'est plus dur de sortir un jeu aujourd'hui parce que la qualité des prototypes proposés et des jeux c'est quand même bien amélioré. Par contre, sans aucun problème, il est facile d'obtenir un rendez-vous avec les éditeurs. Les éditeurs sont devenus très organisés, c'est très facile d'avoir des rendez-vous ou autres. Mais c'est vrai que maintenant, il faut venir avec des choses très très solides. Hein. Et du coup, toi, par exemple, quand tu travailles à un proto, tu le pousses au maximum, tu commences déjà à mettre une DA dans tes idées, ou c'est vraiment des blocs, des feuilles, des cubes, et il y a juste l'idée mécanique quand tu fais un proto? Ça va réellement dépendre du style de prototype. Par exemple, je peux donner des extrêmes, mais si on parle par exemple d'un jeu enfant qui va par exemple beaucoup se jouer sur le matériel, on va surtout par exemple mettre en avant le matériel plus que le jeu. Si c'est une question de quiz, je vais pas créer les 500 questions de quiz, je vais en créer 50 et ça suffit pour convaincre l'éditeur. Si par contre c'est un jeu à point de victoire, engine building, donc jeu à moteur, point de victoire, oui, il faut que le jeu soit hyper carré. Par contre, là, il faut que le jeu soit fini, parce que quand je vais le présenter, il faut pas qu'il y ait un couac dans le mécanisme à moteur, sinon, c'est-à-dire que le jeu fonctionne pas. Oui, le jeu sera... Ça va dépendre de ce que tu veux proposer à l'éditeur, parce que en fonction de ça, tu peux être à différents, on va dire, niveaux de finition, même si le terme finition est pas forcément bon, mais du prototype. Mais faut savoir que de toute façon, à partir du moment où tu vas le signer, va y avoir un énorme travail de l'éditeur. Oui, c'est sûr. C'est à peu près thème, sur le titre, sur tout. De toute façon, il va faire un énorme travail avec son équipe pour de toute façon te transformer ton jeu. Et du coup, à peu près, le développement d'un jeu, ça varie entre 1 et 2 ans, c'est ça à peu près? Ça dépend de ce que tu appelles le développement et ça de dépend la signature si tu as à la sortie à peu près. Ça peut être beaucoup plus long. D'accord. Et ça peut être beaucoup plus... En fait, il y a énormément de phases où il se passe rien dans un jeu. Moi, j'ai des jeux qui ont été signés en 2019 qui sont toujours pas sortis et qui sortiront pas avant encore 1 ou 2 ans. Oui, donc ça dépend plein de choses en fait. Il y a beaucoup de rien parce que un jeu doit, on va dire, rentre dans un tapis roulant où des fois ça bouchonne devant. Oui, s'il y a d'autres jeux un peu dans le même... L'éditeur, il a pas que nous, déjà. Il a pas que nous. Il y a aussi beaucoup de temps mort. Il y a aussi, quand on le propose, on a une idée d'illustrateur et puis l'illustrateur, il nous dit, moi, je suis dispo dans 9 mois. Et voilà, déjà, on sait qu'il y a 9 mois d'attente. Il y a 6 mois ou des fois 4 mois d'attente pour recevoir le jeu, de Chine ou de Pologne s'il est fabriqué là-bas. Donc, mais des fois, un jeu peut être de fabrication française. Le jeu peut arriver fini. Donc, ils se disent, non, mais attends, là, on fait 3-4 touches et tout ça marche. Et un jeu en 6-7 mois peut être dans les étals. Mais après, il peut arriver dans les étals, mais pas sortir au bon moment. Donc, il faut encore attendre 3 mois parce qu'on veut qu'il sorte au Festival de Cannes. Et c'est encore 3 mois perdus parce qu'on veut qu'il sorte au Festival de Cannes. Donc, il y a le développement effectif d'un jeu.
C'est-à-dire le moment où on se dit là, on le travaille. Donc c'est vraiment aléatoire, ça peut... En fait, ça dépend du moment, du mais jeu, le temps que ça va prendre un que 6 peu mois un de autre travail, aliment de planète, en fait. Il y a beaucoup peut-être d'aliments des de planète, années j'ai ou va prendre l'impression. que 6 mois. Pour que... Mais ça, c'est pas grave, parce que le jeu est pas périssable. Non, c'est sûr. C'est sûr que normalement un bon jeu, si la mécanique est bien pensée, que l'ADA est bien pensée, qui sort aujourd'hui ou dans 4 ans, pour moi, si c'est un bon jeu, restera un bon jeu. Même si on est dans une société un peu, je vais dire un peu McDo, qui va de consommation un peu des fois extrême, pour moi, il y a des jeux qui sont sortis il y a longtemps et il y a des jeux qui sont toujours très bons. Même s'il y en a plein que les gens oublient parce que des fois ils aiment bien consommer, avoir des nouveautés, mais ça reste des bons jeux. Donc pour moi, un jeu qui sort dans 4 ans, s'il est bon, il restera bon. C'est exactement ça. Donc c'est pas grave. Donc qui sortent dans 4 ans, après, où c'est grave, ça va être par rapport à la trésorerie pour l'éditeur et à la trésorerie pour l'auteur. Oui, parce que tant que le jeu ne sort pas, même si je sais pas si c'est un peu comme dans la musique où il y a des avances ou des choses comme ça, mais le plus gros, je pense, du cachet d'auteur arrive quand le jeu sort. Parce qu'il doit y avoir des royalties ou des choses comme ça, je sais pas exactement comment ça se passe. Il y a bien sûr des avances, il y a bien sûr des avances sur droit qu'on touche au moment de la signature du jeu, mais c'est vrai que oui, pour qu'on puisse vivre de notre jeu, il faut que le jeu sorte et se vende. Donc forcément, si on a tous nos jeux qui sortent dans 5-6 ans, le principal problème va être de la gestion de notre carrière. Oui, c'est ça. Et se dire, j'attaque un métier pour être payé la première fois pas dans 5-6 ans, mais dans 5-6 ans plus 1 an, le temps que le jeu se vende pendant 1 an, ça c'est... Oui, ça fait une pause assez longue, quoi. Faut le gérer, au-delà de la pause assez longue, c'est aussi une gestion de carrière qui est difficile. En disant, oula, je fais des jeux pour être payé dans 5-6 ans. Donc oui, l'idéal, ce serait de toute façon que ce temps-là soit fixe et que soit entre 1 et 2 ans et qu'on sache que voilà, je fais ce jeu-là, il est signé, dans 1 an il sort, dans 1 an plus tard, je touche mes premières payes, donc je travaille pour A+2. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut penser et gérer, quoi. Voilà. Aujourd'hui, moi j'ai Harmony. Harmony a été signé en début 2022. Ah oui. Oui, donc... Et c'était un mode tout à fait correct et c'était un développement tout à fait hyper correct et hyper bien passé. Et du coup, toi, aujourd'hui, par an, tu sors à peu près combien de jeux ou... Je dois être à une moyenne de, je dirais, 4 par an. Ah, c'est déjà pas mal. Ça doit être une moyenne de... Si on inclut tous les Cortex comme des Cortex indépendants, parce que c'est vrai que les Cortex sont à chaque fois des nouveaux jeux, donc tous les Cortex sont indépendants. Voilà. Ok. C'est ça, ouais. Ah, c'est vrai que, oui, comme tu disais, Cortex, j'ai l'impression qu'il y a presque un Cortex qui sort par an à peu près, ou une boîte spéciale, ou des choses. On doit être à ça en moyenne, ouais. Un Cortex par an environ, ouais. En plus, c'est un jeu qui est adaptable assez facilement. Des fois, il y a des licences. J'ai vu qu'il y en avait un Harry Potter qui était sorti. C'est adaptable avec à peu près toutes les licences et tous les... Alors, c'est pas si facilement adaptable parce qu'on tient à que chaque Cortex soit unique. C'est-à-dire que en fait, on recrée des nouvelles épreuves pour chaque Cortex. C'est-à-dire qu'on veut pas juste faire une adaptation à la double où on change les icônes et au revoir merci et vous avez 2 Cortex qui sont identiques et on a juste changé les icônes. Chaque Cortex que vous ouvrez, il y a des épreuves dedans qui sont uniques. Donc à chaque nouveau Cortex qu'on nous demande, on doit réinventer un nouveau jeu en fait. Ok, donc il y a quand même, il y a des nouvelles petites mécaniques à réinventer, des nouveaux. Exactement. Donc on va dire qu'on est plus dans un style aventurier du rail où la méca de base reste la même, mais on invente des nouvelles règles, que dans un double où là par contre oui c'est à l'infini, on change juste les icônes, au revoir merci.
Aventurier du Rail, voilà, faut à chaque fois réinventer des nouvelles règles. Donc il y a quand même du développement à voir, des choses. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, un double, tu peux le sortir. À chaque fois, on doit refaire un développement, Ok, cool. Et du coup, là, tu me parlais d'Harmony, pour rebondir sur Harmony, qui a été quand même cette année un énorme succès. Du coup, comment s'est passé un peu le développement de ce jeu, les étapes un peu comment s'est passé l'histoire un peu de ce jeu? Ça s'est super bien passé. C'est en grande partie grâce à Libellude et à Maeva da Silva, parce que moi j'ai réellement présenté un jeu abstrait à Libellude. Libellude faisant partie vraiment de mes éditeurs de cœur, et les chefs de projet étant vraiment des très très bons copains. Moi je leur ai présenté un petit jeu abstrait où même les cartes animaux n'existaient pas. C'était une mécanique que je n'avais pas du tout. Et eux, ils ont vraiment eu Anouk, principalement, donc qui sera la chef de projet et qui a développé tout le jeu après, a vraiment eu la vision du jeu, comme quoi il pourrait vraiment en faire un produit Libellude, parce qu'à la base, ça se destinait pas à être un jeu pour Libellude. Et ils ont vraiment fait un travail fantastique. Et c'est après, une fois qu'il est signé et une fois que j'ai été invité à Poitiers, donc au siège de Libellude, et qu'on a travaillé ensemble, que l'idée d'avoir les cartes animaux et donc de faire une seconde partie de scoring est venue. Et donc en fait, voilà le développement principal, donc vraiment la mécanique vraiment originale, les animaux, le plateau et tout, est vraiment venu avec Libellude. Donc c'est le gros à la du base, choix. ton idée de jeu, c'était d'essayer de faire des... Alors moi, ça s'appelait Tiny Landscape, c'est vraiment de faire un paysage en hauteur et que l'esprit humain voit quelque chose, voit un paysage de jetons abstraits. D'accord, donc c'était vraiment... C'est vraiment le truc que je tenais et que le produit final devait représenter ça. Ça, je suis content parce qu'on a réussi à le garder. Donc les gens voyaient bien une rivière, les gens voyaient bien une forêt se dessiner, voyaient bien des champs, voyaient bien... Ça, c'est resté. J'ai tenu vraiment à que ça reste dans tout le long du développement. Donc je voulais à la fin que les gens se disent, voilà, je me recule, je regarde mon plateau et je vois un petit paysage. Même si c'est un jeu abstrait, je suis content d'avoir créé un joli petit paysage. Mais c'est vrai que oui, quand on joue à Harmony, c'est vrai qu'on voit vraiment les rochers, les arbres. C'est vrai qu'on s'imagine le paysage. C'est vrai que ça on le voit assez fortement, oui, c'est vrai. Moi, j'ai entendu tellement de gens, quand j'écoutais des parties et tout, dire, ah bah t'as vu, là j'ai fait l'Amazonie. Ah bah c'est rigolo, là j'ai fait Lyon parce qu'il y a 2 rivières qui se rejoignent et qu'il y a 2 maisons au milieu des 2 rivières. Enfin, j'ai entendu plein de gens s'imaginer qu'ils avaient créé quelque chose. Et ça, c'était vraiment le postulat de base. Quand j'ai vraiment inventé le jeu, qui n'était pas du tout un jeu au départ. J'ai juste pris des jetons et je les ai posés sur une feuille blanche et j'ai juste créé un truc en 3D. Mais après, tout ce qui est vraiment l'aspect mécanique, au départ, quand j'ai créé la rivière pour prendre les jetons, elle était beaucoup plus stratégique. Ça n'avait rien à voir avec 5 fois 3 jetons. Et tout après les scorings des animaux et tout, c'est tout pendant le développement qu'on a fait avec Libellude. Et après, on peut pas parler d'Harmony sans parler des illustrations. Et ça, c'est vraiment Maeva da Silva qui a imaginé tout l'univers autour et qu'on a fait un vrai joyau, quoi. Mais je trouve que c'est un ensemble et je comprends qu'il ait autant marché parce que c'est on a l'impression que tout est bien pensé, la mécanique du jeu fonctionne, est très cool, à la fois simple, mais à la fois il y a quand même une profondeur de jeu. Il faut quand même se prendre un petit peu la tête sans rentrer dans des jeux hyper compliqués. Et il y a ce côté où on est emporté, on a l'impression de rentrer dans une histoire avec les cartes qui sont hyper belles, le matos qui est hyper beau, et cette boîte, pour moi, la boîte est vraiment super belle. Et du coup, c'est vrai que quand on voit un produit où toutes les cases sont cochées, et ben pour moi, je comprends le succès en tout cas d'Harmony. Moi, je me rends compte surtout de la chance que j'ai eue en tant qu'auteur de pouvoir signer chez Libellude et qui me propose que la directrice artistique donc de Libellude, il faut savoir que Maeva da Silva est une employée de Libellude, prenne
sous son aile ce projet en disant et je serai directrice artistique, oui, mais je serai également l'illustratrice de ce jeu. C'est-à-dire que ce jeu, je vois l'écran, je vais tailler ce diamant et je veux garder la main sur toutes les étapes de ce jeu. Donc je vais être illustratrice, graphiste et directrice artistique de ce jeu pour vraiment faire tout. Et c'est une chance qui est pas donnée à beaucoup de jeux chez Libellus, qui est quand même une grande maison. Et voilà, on parlait de chance au départ pour Cortex. Là, c'est mon deuxième coup de peau que j'ai eu. Et je leur remercie tous les jours, ou en tout cas dès que je la croise, dès que j'ai la chance de la croiser, Maëva, de se dire voilà, elle a vu ce jeu, elle y a joué une première fois, elle a dit voilà, je le garde et je me débrouille. Et puis après, moi la seule chose que j'ai eu à faire, je lui fais écoute Maëva, je n'empiéterai jamais sur ton travail, je te laisse faire vraiment. Elle m'a montré les premiers rushs, je lui ai dit écoute, j'adore le style que tu as décidé d'y mettre, j'adore. Maintenant, montre-moi des rushs dès que tu souhaites me montrer, mais j'empiéterai pas sur tes décisions. Je pense que tu as complètement capté ce que je voulais. J'ai quand même donné en disant voilà, moi je veux vraiment qu'on garde cet aspect de je me relève, je vois mon paysage et tout. Elle a complètement compris ce que je voulais, enfin ce que j'attendais de la finalité. Et après je me suis dit à aucun moment j'ai envie d'empiéter sur la vision qu'elle a. La seule chose que je vais faire, c'est que je vais la laisser faire, quoi. C'est vrai que c'est une chance. Hein. Elle a les compétences, je ne les ai pas. Donc, je fais parce que de toute façon, elle a de l'or au bout des doigts et voilà le bijou qu'elle a sorti, quoi. C'est vrai que c'est une chance d'avoir, je pense, l'illustratrice et la DA, que ça soit la même personne, parce que comme ça, le jeu il va vraiment dans une direction, pour utiliser le mot, harmonieuse. Et du coup, c'est vrai que c'est une chance. Je pense que c'est pas tous les projets où les illustrateurs sont aussi DA du jeu. Et non. Et ça devrait être de plus en plus le cas, parce que je pense que ça peut pousser à avoir des projets vraiment bien réussis et bien finalisés tels qu'est Harmonie. Tous les projets n'ont pas de directeur artistique, point. Il y a toutes les maisons d'édition n'ont pas. Des fois, on a la chance juste d'embaucher des fois un illustrateur triste et c'est déjà bien. Et puis après, on fait avec les moyens du bord. On n'est pas un milieu qui peut avoir un illustrateur triste, graphiste, puis directeur artistique. Faut pas. Oui, j'imagine que le milieu du jeu et l'économie du jeu n'est pas encore l'économie du jeu vidéo, par exemple. On n'est pas aussi mature que ça. Non, des fois on embauche un freelance qui fait les illustrations et puis après c'est l'éditeur qui se charge de faire le reste. On fait au mieux. Et ça fait des super beaux projets aussi. Oui, c'est sûr. Il y a beaucoup de beaux projets qui sortent. Et du coup, pour continuer sur Harmonie, même si aujourd'hui les nommés aux As d'Or ne sont pas encore sortis, tu penses qu'il a ses chances et t'espères qu'il soit nommé cette année aux As d'Or? Je pense qu'il y a surtout des excellents jeux qui sont sortis cette année. C'est vrai que c'est une année, et que assez compliquée. Ça va pas être facile pour les jurys. Non, c'est vrai que c'est une année compliquée. Bonne chance aux jurys. Surtout sur les jeux de la gamme des As d'Or, de la gamme d'Harmonie. C'est vrai que cette année c'était une très très grosse année, que ça soit The Gang, que ça soit Bombbuster, que ça soit Behind, et encore j'en oublie encore sûrement. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Tu parles de la gamme d'Harmonie, mais même ça on sait pas. Est-ce qu'on sera famille, est-ce qu'on sera initié si on est nommé? C'est encore initié, mais les jeux que tu m'as dit, ce que tu m'as dit sont excellents également. Je pourrais t'en citer bien 4-5 autres que je ne vais pas faire au risque d'en oublier d'autres. Mais bonne chance au jury. C'est vrai que c'est pas tous les ans où c'est assez. J'ai l'impression que c'est vrai que cette année c'est assez dense en qualité de jeux qui sont sortis. Il y a eu beaucoup de jeux qui sont sortis vraiment très quali cette année. Oui. Je pense que ça va continuer comme ça chaque année. Il y a une qualité qui est de plus en plus importante
Et c'est très bien pour notre milieu. Maintenant, faut que les jeux qui ont cette qualité-là soient un peu plus pérennes sur les étals. Oui, après c'est ça qui est compliqué aussi, c'est que comme il y a beaucoup de jeux qui sortent, les boutiques aujourd'hui peuvent pas tenir tous les jeux tout le temps et ils se doivent d'avoir des nouveautés. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui garder un jeu longtemps sur des étalages, c'est je pense assez compliqué et c'est l'exercice qu'il faut essayer de faire. Mais c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui de rester longtemps sur un étalage, je pense. Ça, après, malheureusement, ça, je suis pas compétent en macroéconomie du jeu, et je sais que c'est réellement pas facile pour les boutiques physiques, j'entends. Mais je pourrais même pas dire s'il y a trop de jeux ou pas assez de jeux. En tout cas, ce que je vois, c'est que les jeux sont vraiment de mieux en mieux. Qu'il y en a de très très bons qui sortent bien tous les mois, des excellents qui sortent tous les mois et que par contre, ce qui est bien, c'est que j'ai vraiment la sensation qu'il y a de plus en plus de joueurs et je pense que la base, c'est quand même les joueurs et ça, cette base-là, elle est vraiment pour l'instant très peu exploitée. Pas parce que c'est mal fait, hein. C'est juste que pour l'instant, on a encore la chance que quand on voit par exemple l'industrie du jeu vidéo, l'industrie du jeu de société est toute petite et on a encore la chance d'avoir une base de joueurs à exploiter dans le bon sens du terme évidemment. Il y a tellement de gens qui sont encore pas joueurs de jeux de société qu'on a encore peut-être qu'on va plus vite à la création de jeux que à l'ouverture aux nouveaux joueurs, mais ça, les animateurs qui font encore un travail formidable, il y a de plus en plus de festivals, donc on va amener le jeu de société de plus en plus, c'est à nous d'amener le jeu de société au plus grand nombre. Puis ce qui est sûr, comme tu dis, déjà on a la chance d'être en France, qui je pense est un des marchés les plus développés en nombre de joueurs, déjà en Europe, et on n'est pas loin dans le monde de faire partie des bassins de joueurs les plus élevés. Et je pense qu'il y aura de plus en plus de joueurs parce que on va dire que les joueurs auront des enfants, vont aussi transmettre et plus les années vont avancer, plus si ça continue comme ça, il y aura de plus en plus de joueurs. Je sais pas si ça remplacera un jour ou ça remplacera pas, mais ça sera au niveau du jeu vidéo. Mais j'ai l'impression que oui, on est dans un développement et on est dans une courbe ascendante en tout cas de la professionnalisation et du développement du marché du jeu de société. Je pense que oui, largement. On va voir combien il y aura de joueurs à Cannes cette année, mais oui, je pense que ça grandit de plus en plus. Il y a de plus en plus de festivals. Ça étonne de moins en moins les gens quand on dit qu'on fait une soirée de jeux de société. J'ai forcément un regard biaisé par le fait que ça reste mon métier. Oui. Mais c'est vrai qu'on a de moins en moins d'étonnement quand on parle de dire, par rapport à il y a 7-8 ans, quand on parle de dire qu'on fait des soirées de jeux de société ou autre. Comme quoi ça rentre dans les mœurs. Oui, c'est vrai que maintenant, puis je trouve de plus en plus de personnes pour aussi, moi j'aime bien faire des soirées de jeux de société et je trouve de plus en plus de personnes à initier qui sont intéressées de venir découvrir des jeux chez moi parce que j'ai quand même beaucoup de jeux et c'est vrai que je trouve de plus en plus de personnes intéressées par ça, quoi. Ah, le Skyjo a fait du bien, hein. Aussi, mais le Skyjo a fait beaucoup de bien. Bah c'est vrai que quand même Skyjo, 3 millions de joueurs. Hein. Oui, Skyjo c'est ça a ouvert un peu les portes et les gens se sont dit il existe une nouvelle Eldorado entre guillemets différente du Uno ou du Monopoly que tout le monde connaît. C'est pour ça, faut pas en dire du mal.
Non, moi après Skyjo, c'est pas mon jeu de cœur, mais c'est vrai que ce qui est moi bien, pas du tout, mais ce qui est bien, c'est que j'ai pu faire de Skyjo avec mon père, qui est vraiment la personne la moins ouverte aux jeux de société, et il adore toujours jouer à ça, et je peux jouer au Skyjo avec tout le monde. Et en vrai, un jeu de société, la base d'un jeu de société, c'est de pouvoir partager avec les gens, donc il le fait très bien, et du coup c'est cool, il est ok. un Skyjo, après un 6 qui prend, puis après on commence à monter à Coloretto et ainsi de suite, hein. Oui, voilà, c'est Et ça. après on met le doigt dedans et c'est foutu, hein. Et puis quand c'est foutu, c'est vraiment foutu. Voilà. Puis on commence à regarder tout ce qui passe, et puis ça. Et puis un jour, on pousse la porte d'un magasin de jeux. Non mais c'est vrai, c'est comme ça que c'est comme ça que ça commence, c'est vrai. Et du coup, toi, je sais comment t'en es arrivé dans ce métier d'auteur, même comment t'es arrivé dans le jeu de société. Alors moi, c'est très simple. Il y a une après-midi de 2012, donc c'est récent, hein. Je suis pas du tout joueur. Enfin, je suis pas du tout joueur de jeux de société. Moi, je suis à la base joueur de poker. Mais une après-midi de 2012, cette histoire, j'ai dû la raconter plein de fois, mais je peux les remercier à chaque fois. Je suis invité chez un couple de très bons amis de ma femme. Ce couple, c'est Simon Caruso, qui est illustrateur de jeux. D'accord. Qui a fait la couverture des groupements des boutiques ludiques, là. Et qui a fait The Loop, par exemple, l'illustration de The Loop. D'accord. Et sa femme, donc Émilie Bernard, qui est animatrice, et il m'invite à faire une après-midi de jeu, et il m'invite à faire une après-midi de jeu de société. Je ne connaissais pas du tout. On avait dit avec ma chérie qu'on devait se mettre un peu à jouer tous les deux, donc on avait acheté quoi? On avait acheté un Burger Quiz. C'est dire si on est, et voilà. Et il m'a invité à faire une après-midi de jeu de société. J'ai eu une épiphanie. Et voilà. Et c'était trop bien les jeux. Voilà. Et donc j'ai passé une après-midi absolument fantastique où il m'a fait découvrir 3 jeux merveilleux. Et d'un seul coup, je me suis dit, mais les jeux de société, c'est trop bien. Et je suis devenu gros joueur de jeux de société. Je suis une semaine après, je me renseignais. Il y avait la semaine du geek à Lyon. Je suis allé faire la tournée de toutes les boutiques de jeux de société. Et puis après, j'ai découvert une boutique qui, tous les jeudis soirs, faisait une soirée jeux. J'ai découvert des copains là-bas. Et puis, je me suis mis à devenir joueur. 6 mois plus tard, je découvrais des auteurs de jeux qui faisaient tester des prototypes. Je me suis dit, bah tiens, je vais regarder. Et j'ai vu que ils faisaient tester des prototypes pas plus compliqués que ça. Je me suis dit, mais je peux aussi inventer des jeux. Et puis j'ai inventé mes jeux rapidement en 2012. Ah oui, 2013, je fais mon premier festival. Ouais. Ah oui, juste après. Vraiment, 6 mois après avoir découvert les jeux, je présente mes prototypes. 2013, je crois que je fais avec eux mon premier festival de Cannes. 2014, deuxième festival de Cannes, puis PEL. 2015, je dis pas de bêtises, je crois que c'est 2015. Je sais plus si c'est 2015 ou 2016 non, je crois que c'est 2015, voilà. J'y vais avec Cortex et on signe Cortex avec mon co-auteur et là c'était parti. Ah oui, c'est quand même allé vite, hein, en vrai. 2 ans où j'ai fait des prototypes, j'ai présenté des prototypes où j'ai rien eu, aucune bille. J'ai fait Ludix, qui était un concours de prototypes où je me suis ramassé plusieurs fois. Enfin bref, voilà, un parcours classique quoi. J'ai dû faire 7, 8, 10 prototypes que j'ai présentés à des éditeurs où je me suis ramassé, où rien n'allait et puis voilà. Et puis à un moment donné, ça marche. Puis quand ça marche, et puis après, c'est parti. Ok. Et puis après, c'est parti, ouais. Très, très, très cool. Du coup, là, on va passer du coup à la deuxième partie du podcast, qui est plus le premier lancé. Oui, c'est son premier lancé. Du coup, toi, quel est ton premier lancé? C'est-à-dire, quel est le jeu qui t'a fait redécouvrir ou qui t'a fait découvrir l'univers du jeu? Alors, il y en a 3 ex-aequo, c'était les 3 de cette fameuse après-midi. Ça sera Les Aventuriers du Rail de Alan Moon.
Oui, la dernière, oui, la Pandémie et de Matt Leacock et Antoine Boza avec son Seven Wonders. Trois bons jeux. Donc ils ont eu bon goût quand même, la famille Caruso, oui, de ça faire va, une après-midi comme ça. On va dire c'est 3 jeux pour initier quelqu'un qui n'a jamais joué ou même quelqu'un qui a joué. C'est 3 jeux qui sont quand même mais qui est déjà joueur quand même dans l'âme. Oui, qui a déjà quand même cette fibre. Mais c'est vrai que c'est 3 bons jeux. Oh là là. C'est 3 jeux qu'on plus rien à prouver, je pense. Ah ouais, de l'objectif, du coop, du draft, des points de victoire. Ah non, c'était... Ah, qu'est-ce que je les ai aimés, ces jeux. Je les aime toujours, attention. Oui, c'est... moi, par exemple, ma femme, elle adore Pandémique, mais vraiment, vraiment beaucoup. Genre, quand il y a un jeu à faire, elle se demande souvent Pandémique. D'accord. Moi, elle demande Dune. Ce qui est très très bien aussi. Dune Imperium. Je suis plus Dune Imperium que Pandémique, pour le coup. Et du coup, y a-t-il des jeux dans ta ludothèque qui ont une importance particulière ? Dune Imperium, parce qu'on y joue régulièrement avec ma compagne. Donc celui-ci, il a une importance quand même particulière parce que c'est vraiment le jeu où elle a vraiment de la compétition là-dessus. Je dirais Seasons de Régis Bonnecet. C'est un des premiers jeux que j'ai acheté, un des premiers gros jeux, on va dire, que j'ai acheté, où j'ai vu la puissance qu'on pouvait mettre dans un jeu de société. Pourtant dans une taille plutôt de temps réduite, et j'ai trouvé ça d'une élégance, et qu'il y avait du combo, des dés, des ressources, du point de victoire. C'était d'une élégance, c'était beau, oh là là. C'est là que j'ai vu qu'on pouvait vraiment faire des merveilles dans le jeu de société, et que vraiment ça a mis une claque ludique. Vraiment, à l'époque, Seasons, c'était vraiment beau. Ça l'est toujours, c'est toujours un très très bon jeu. Et y a-t-il du coup d'autres jeux qui ont marqué des étapes importantes de ta vie, soit de joueur, soit d'auteur, soit de ta vie? Il y a forcément Cortex, mais ça paraît logique parce que c'est le jeu qui m'a professionnalisé. Pardon ? J'ai dit, mais ça make sense. Logique, quoi. Oui, mais ouais, bien sûr. Harmony, parce que c'est le jeu qui m'a permis de me faire connaître un peu plus au grand public. Make sense aussi. Et dans les jeux qui ne sont pas de moi, parce que quand même, j'ai une tendresse toute particulière pour le travail absolument phénoménal qu'ont fait les éditeurs et auteurs de 7e continent. Quand j'ai vu le travail et le jeu arriver, j'ai fait waouh. Quand on a le temps et qu'on fait un gros Kickstarter, c'est une boîte que je garde précieusement. Et toi, par exemple, tu vois, parce que là, tu me parles de Kickstarter, et as-tu, parce que j'ai regardé un peu, du coup, ta ludographie, as-tu l'envie ou as-tu même des protos préparés qui sont un peu plus, j'aime pas trop le terme, mais un peu plus experts, un peu plus touffus que par exemple des Harmony ou des Cortex, où c'est vraiment le style de jeu que tu préfères faire, qui sont, on va dire, initiés, familiaux. J'ai pas vraiment il y a Cowboy Bebop qui était quand même plus gros chez Don't Panic Game, qui était un plus gros jeu de deck building, dont on attend l'extension, qu'elle soit validée par les ayants droit, qui devrait sortir un jour. Donc c'était un plus gros jeu de deck building, donc bien 1 heure et demie de jeu. Mais il n'y a pas j'ai pas vraiment de jeu que je préfère faire. Je tendrais plus sur des Lost Seas ou des Harmony dans mes goûts. D'accord. Mais ça sera plus au gré des il y a un thème d'un seul coup qui va me charmer, ou une mécanique va me plaire et va en entraîner une autre, et puis finalement ces 3-4 mécaniques s'imbriquent bien, ça va faire un gros jeu, ou finalement cette mécanique se suffit à elle-même, ou ce gros thème d'un seul coup me passionne tellement qu'il faut faire un gros jeu. Il n'y a pas de... Où il n'y a pas de vrai... J'ai pas envie de me fixer quelque chose, quoi.
Oui, Oh, juste tu bah, crées, et puis après tu vois, et t'enlèves, tu puis, rajoutes si besoin, et après ça fait... et puis principalement parce que j'ai le luxe de pouvoir me le permettre. Faut bien comprendre ça aussi. Hein. C'est Tu travailles à peu près combien de temps par jour ou par mois sur la création de jeux de société? j'ai aucune idée parce que j'ai jamais. En fait, j'ai des travails purement vraiment effectifs. C'est quand par exemple mes co-auteurs viennent travailler avec moi. Donc ça, c'est des vrais travails que je peux comptabiliser en heures de travail. Et j'ai beaucoup d'heures de divagation. Mais ça, je ne sais absolument pas. J'ai des heures de test. Donc ça, voilà, je vais une fois par semaine dans des bars à jeux avec d'autres auteurs pour tester mes jeux. J'ai des heures de fabrication du prototype, donc ça c'est des heures effectives. Donc ça, on va me dire, ça va me prendre quoi? J'ai, allez, des 2 jours par semaine, j'ai quelqu'un qui vient de 10 heures à 16 heures, donc voilà. La fabrication d'un prototype, ça va me prendre 2 3 heures par jour. Mais après, les heures de divagation, j'ai l'impression qu'elles sont permanentes. Donc je pourrais pas te dire. Oui, c'est sûr, c'est que des fois, moi je sais que bon, là, je m'entraîne, des fois je m'amuse à faire un petit peu de création parce que ça m'amuse, même si pour l'instant je suis très loin d'avoir un jeu. Mais des fois, c'est vrai que je prends ma douche et je me dis, ah tiens, j'ai une idée, ou je suis en voiture, je dis, ah tiens, et je rebondis dans mes idées. Donc je pense que, Donc je sais on va pas si dire, c'est tous les des heures métiers de de créa... travail. En fait, je pense que les seuls moments vraiment où je déconnecte, c'est quand je pars plus d'une semaine en vacances à l'étranger. Parce que la première semaine, je déconnecte pas. Et encore, quand on part à l'étranger, on arrive à faire la tournée des boutiques avec ma compagne. Donc, Oui, puis même de partir à l'étranger, j'ai n'importe quoi, il y a des paysages, il y a une autre mais énergie oui, qui peut t'apporter d'autres choses. Moi, je sais, par exemple, je fais énormément de photos, et quand je pars en voyage, bah, c'est là où je fais mes plus belles photos, où je fais même plus de photos, parce que, on va dire, j'ai une nouvelle énergie, j'ai des nouveaux trucs que j'ai pas l'habitude de voir, et qui m'apportent des nouvelles, qui m'ouvrent des nouvelles portes. Donc, comme tout métier de création, comme tout artiste, je pense quand tu arrives dans un nouvel endroit avec une énergie que tu connais pas, et ben ça t'ouvre aussi d'autres idées, d'autres portes, et du coup tu es toujours, même sans le vouloir, dans ta création, même si t'écris pas des choses, quoi. et l'autre problème, c'est que mon loisir est mon travail. C'est-à-dire que bah, je vais passer une soirée avec des copains, bah, on va se faire une soirée jeu. Donc, Mais c'est de la chance. Moi je trouve que c'est de ouais, la chance. mais on s'arrête jamais vraiment de travailler. C'est-à-dire qu'à quel moment je me dis, tiens, cool, un nouveau jeu que je connais pas. Ben, dans tous les cas, il y a une part d'énergie qui va être consacrée à analyser le jeu. Malgré que je suis en train de passer une super soirée entre amis. Il y a forcément une part d'énergie qui va être consacrée à, oh là, retiens cette mécanique. Un jour, tu vas l'imbriquer peut-être autrement, ou tu vas la modifier, ou la retravailler, ou tu vas en faire quelque chose. Retiens tout. Parce que, voilà, tu dois tout enregistrer, ou retiens parce que, bah, ça a déjà été fait comme ça, comme ça, comme ça. Donc, il y a forcément, donc, je passe 3 heures avec des amis, je retiens quoi? C'est-à-dire que pendant 10% de ce temps-là, j'ai travaillé, 20%, 30%, je ne Oui, sais c'est sûr pas. que c'est dur à quantifier. C'est dur à quantifier. C'est pas quantifiable, c'est pour ça qu'on n'est pas payé à l'heure. Donc c'est pour ça que on peut pas calculer en taux horaire le métier d'un artiste. Non, c'est pas possible. Mais, Ok. mais Oui, c'est sûr que c'est génial ce qu'on moi, en fait, tout quoi. cas, je le dis souvent, bah, je suis monteur, c'est aussi un métier d'art, et j'ai cette chance de quand je vais, moi pour le coup il y a quand même des jours de travail, mais quand je vais travailler j'ai l'impression que je vais pas travailler, j'ai l'impression que je vais m'amuser, que je vais jamais me déplacer, me dire ouais je vais travailler, non, je vais m'amuser, et du coup c'est quand même de la chance qu'on a, nos artistes, de pouvoir aussi vivre de notre passion. C'est que je trouve que c'est une chance C'est vrai. qu'il y a plein de personnes qui aimeraient bien avoir. Et du coup, toi, quel est le jeu que tu sors le plus en ce moment? Alors, l'Orcana, c'est sûr, parce que je suis un gros joueur de l'Orcana. Ok, très TCG du coup. Ah ouais, non, très l'Orcana, pas TCG, juste Ok. l'Orcana. Quel est le jeu que je sors le plus? Bah, ça va être Harmonie parce que on continue à y jouer et à chaque fois que je sors, ah, tiens, ça te dit, on fait une partie ensemble. Bah, forcément, ça va forcément être Harmonie. Et sinon, le jeu que je sors le plus en ce moment,
Je dirais que ça doit être, c'est pas grand chose de sexy, parce que je joue pas mal sur BGA pour tester des trucs. Je dirais que c'est Gizmo actuellement. Ok, je connais pas trop. Ouais, mais juste sur BGA. J'ai pas fait beaucoup de soirées jeux cette année. Après, BGA, c'est quand même. Ça aide beaucoup, hein. Moi, je sais que je joue aussi pas mal sur BGA, même si je préfère le physique avec les personnes et tout, parce que pour moi, c'est quand même l'essence du jeu de société. Mais ce qui est bien sur BGA, c'est de pouvoir tester pas mal de choses, de faire une partie de ça. Et puis s'il y a des fois un jeu coup de cœur, après de l'acheter. Mais je trouve que BGA, c'est quand même un truc assez cool. En vrai, c'est 3 autres jeux que j'ai beaucoup plus joué, mais c'est des jeux qui ne sont pas encore sortis. Bon, voilà. Ah oui, donc évidemment, c'est des jeux qui ne sont pas encore sortis, qui sortiront cette année. Voilà. Donc on les attend. Et du coup, quelle est pour rebondir du coup sur ça, quelle est la nouveauté que tu attends le plus, qui a été quand même annoncée, parce que je pense qu'il y a des nouveautés que tu peux pas dire, j'imagine. Qui vont sortir par mois ou de n'importe quoi? De n'importe quoi, par toi ou par n'importe qui. S'il y a un jeu que tu as vu passer et que tu te dis ah ça c'est cool, je l'attends. J'ai suivi l'actualité, je sais pas du tout ce qui va sortir. Qu'est-ce que j'attends qui va sortir à fond? Je sais pas du tout ce qui va. Bah du coup, ça peut être par toi aussi. Qu'est-ce qui va sortir de gros là qu'on attend? Moi, je vais suivre les behind parce que je trouve le concept génial. Donc, je vais voir à quelle fréquence ils vont en sortir, les copains, l'ami Pierrot. Mais sinon, j'avouerais que je n'ai pas trop suivi. Je pense que les copains vont juste me tomber dessus quand ils entendront ça. Dire, ouais, mais t'as pas parlé de ma sortie et tout. Non, je passe mon tour sur cette question. Je n'ai pas suivi. Je découvrirai ça à Cannes. Quand tu seras à Cannes. Et du coup, pour rebondir sur toi, as-tu du coup là des jeux qui vont sortir peut-être à Cannes ou peut-être cette année moi j'imagine que oui, mais as-tu des jeux que j'en ai 3-4 de programmés là déjà. Je vais en avoir 2 qui vont sortir prochainement chez Blue Orange. Donc City Tour et 50 Fruity qu'on attend vraiment impatiemment, qui vont être vraiment très très cool. Un petit jeu d'ambiance et un jeu de construction de route. Vous pouvez déjà retrouver les fiches sur BGG. Je vais avoir un autre jeu un jeu de cartes de défausse Happy Mochi chez Zygomatic, les mêmes qui ont fait qui ont Cortex. Donc ça va être mes 3 sorties principales, et puis avec un peu de chance, il va y avoir d'autres surprises aussi, mais qui arriveront un peu plus tard dans l'année. Et du coup là on va rentrer du coup dans la dernière partie qui est plus un petit jeu. Du coup la dernière partie, tu arrives du coup sur une île déserte. Tu as le droit de prendre 5 jeux. L'île déserte, c'est un peu comme Lost, je sais pas si t'as vu la série. Tu es tout seul, mais bon tu découvres finalement qu'il y a plein de tout seul un peu partout sur l'île, donc qui te permet quand même de prendre n'importe quel jeu et de pouvoir jouer avec d'autres naufragés. Du coup, quel jeu prendrais-tu? Je vais prendre 7e continent. Ça, j'ai quelques heures de partie devant moi. Je vais prendre le jeu des cartes qu'on appelle nous le jeu des cartes. Il s'appelle tout de suite Fantasy Realms. Je trouverai forcément des copains pour faire des petits combos. Je vais prendre les charlatans de Belcastel, parce qu'avec tous les trucs qu'on peut mixer, on pourra se faire quelques parties quand même. Je vais prendre forcément Dune, et je vais prendre Terraforming Mars. Très bon choix. Très très bon choix. Ok. On aura quelques parties pour s'amuser. Oui, il y a de quoi un peu poncer le jeu. Il y a beaucoup d'engine building.
Après, moi j'adore que ça soit Terraforming Mars, que ça soit Ark Nova, pour parler dans le gen building, mais j'adore. Je suis passé à côté d'Ark Nova, j'ai pas accroché. T'as pas accroché? Je suis passé à côté. J'en ai fait qu'une partie, je suis passé à côté, faut que je recommence. Ok, donc en tout cas, merci beaucoup pour ça. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et j'espère, je te souhaite le meilleur, Jigja, pour Cannes et puis pour tes prochaines sorties. Et peut-être on se rencontrera, on se croisera peut-être à Cannes ou peut-être dans le monde du jeu, qui sait.